bienvenue à notre capsule de 6 coups. La réponse est quand même assez bonne, je vous dirais. Ça fait 3 semaines qu'on fait des formations. Je reçois beaucoup de commentaires, pas sur YouTube. Ce serait le fun d'en avoir sur YouTube si vous êtes inscrit, mais avec les gens avec qui j'ai parlé, trouvent que c'est assez complet comme formation. Donc, comme on fait toujours, ben, aujourd'hui, on va parler du KE2 EVAP OIM. Donc, ici, il s'agit d'une carte électronique qui est installée dans l'évaporateur. Pourquoi on dit OEM? Parce que c'est Original Equipment Manufacturer. En général, ça va être fabriqué par des gens qui fabriquent des évaporateurs, des fabricants. Puis ici, on va avoir un petit Basic Display qui est un peu une extension du KE2 évaporateur. J'ai couvert assez d'informations dans le KE2 évaporateur Efficiency, ça va se ressembler. Euh, Ce qu'on aime toujours regarder, c'est toujours notre feuille à chaque fois qu'on regarde la feuille A9 ici. Donc, on avait fait la dernière fois le KE2 évaporateur Efficiency. Donc là, on est rendu aux vidéos 160 qui se trouve avec le KE2 Evap OIM. Donc, quand vous regardez les caractéristiques, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, vous pouvez la regarder. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on veut toujours aller en bas ici pour aller chercher le bulletin, le Q.1.45 et il y a d'autres bulletins aussi. Il y a souvent des mises à jour de fait, donc c'est des bulletins qui devraient nous intéresser euh, pour aller chercher l'information au niveau de l'installation. Donc aujourd'hui, on va faire le paramétrage de ce contrôleur-là à partir du Basic Display. Avant d'aller plus loin, je voulais juste vous montrer le genre d'OIM. Ici, c'est Bally. Donc, Bally, c'est un fabricant de chambre froide, mais aussi d'évaporateurs. Là, vous voyez qu'il y a un petit Basic Display. Dans Bally, ça s'appelle le Smart VAP. On le voit juste ici, Smart VAP. Donc, ça serait un exemple de OIM. Donc, vous avez le Basic Display pour venir programmer, un peu comme le KE2 Évaporateur Efficiency. Et la carte électronique est installée à l'intérieur de l'évaporateur. Donc, au même titre que les thermopompes extérieures ou les mini-splits ou les rooftops, les cartes électroniques ne sont pas sujettes à défaut plus que ces types d'appareils-là. Donc, dans ce cas-là, vous voyez qu'il y a une valve électrique. L'avantage de ça, c'est que tout est installé. Il y a juste à mettre la ligne d'aspiration, la ligne de liquide, amener le voltage à l'évaporateur et presque tout est programmé. Les sondes sont installées, etc. Donc, en ordre alphabétique, vous avez Bally. Ensuite de ça, vous allez avoir un autre modèle qui est le même fabricant, mais qui s'appelle Keyprite. On va avoir le ESP+. Ça, c'est son nom commercial. Même genre d'installation. OK. Ensuite de ça, en ordre alphabétique toujours, vous allez avoir REF+, qui est un fabricant québécois. Donc, ça s'appelle le Guardian Plus. OK. Donc, ici, vous avez le même genre d'installation. On est capable de le voir. Il y a une petite vidéo, là, comme j'ai déjà mentionné, qui est très bien fait, qui vous explique que c'est le même principe. Ça veut dire que le Guardian, le Basic Display est installé sur l'évaporateur et la carte est installée dans l'évaporateur également. Donc, l'avantage ici, c'est la rapidité d'installation. Presque tout est programmé. Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, ça donne un avantage pour accélérer l'installation. Ceci étant dit, on va aller voir le bulletin Q45. Donc ici Q.1.45. Toujours important d'aller voir la date, donc mai 2020. Donc vous avez le contrôleur qui est ici. Je vais juste agrandir un peu pour vous montrer. Un des avantages de ce contrôleur-là, c'est que vous allez avoir trois relais. Dans le KE2 EVAP, on avait un relais d'alarme additionnel. Celui-là, on ne l'a pas, mais on peut le rajouter avec le 0,10 volts. Si vous voulez avoir un système d'alarme en option, ce n'est pas tout le monde qui va l'avoir. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'on voit que autant le relais de ventilation et le relais des fans, en fait, et du relais de compresseur, il y a des vis. Ça veut dire qu'on peut changer ces deux relais-là ici. Celui-là, c'est le relais de defrost. On ne peut pas le changer. Parce que le relais de defrost, en fait, il est sur la carte, mais comme c'est une résistance électrique, ça a moins tendance à shorter que soit un moteur électrique ou une solénoïde, par exemple, ben ça pourrait shorter à ce moment-là.
accidentellement, entendons-nous. Donc ici, vous allez avoir la connexion très importante qui est le RJ45. Je ne couvrirai pas ça dans cette formation-là, mais le RJ45, c'est si on voudrait avoir ce raccordeur de réseau, on va le faire dans un autre cours. Et ici, vous allez avoir un RJ12. Un RJ12, pour les plus vieux comme moi, c'est une prise de téléphone, mais ce n'est pas la même chose, c'est spécial. Donc, c'est un 6 pins avec 6, on va appeler ça un 6 pins ou 6 positions, puis 6 connecteurs. Donc, ça, c'est ce qui va être raccordé après le Basic Display pour être capable de parler à la carte électronique. OK? Toujours la même chose, si vous regardez, il y a même les couleurs pour les sensors qu'on a vu dans le Core 2 Evaporator Efficiency. Donc là, vous pourriez mettre le bleu, je me rappelle, en fait, le bleu, je pense que c'est R. Il faudra aller voir sur le diagramme électrique, là, rapidement. Bon, sur le diagramme électrique, vous voyez le TR, ça se trouve à être le bleu. OK. Le coil, ça serait le jaune. Et le auxiliaire, ici, notre auxiliaire qui devient notre deuxième sonde de coil, parce qu'on se rappelle que dans du dégivrage en demande avec le coil de EVAP, ça nous prend deux sondes de coil. Donc celle-là, l'auxiliaire 1 serait paramétré en deuxième sonde de coil. Puis ça dépend du OEM. Il y a des OEM américains qui vont utiliser des fois juste une sonde d'évaporateur. Traditionnellement, on a mieux en utiliser deux, mais vous devez suivre les recommandations du fabricant. Si vous en utilisez une deuxième, l'auxiliaire 1 devient deuxième coil. On va le voir dans la programmation. Puis le TR, c'est à l'arrière de l'évaporateur qui est votre entrée. Là, ici, on voit qu'il y a le T-suction si on a une valve électrique. Généralement, ces systèmes-là viennent avec des valves électriques, dont un transmetteur de pression, une température de succion. Et on va avoir à ce moment-là, ici, le genre de valve d'expansion qu'on pourrait utiliser. Donc, un modèle à 5 fils populaire, exemple KE2 RSV, ou un autre modèle populaire aussi. Là. Dans ce cas-là, ça serait une Sporlan, juste avec les codes de couleur. À se rappeler que c'est 5 fils avec des monos phasés, mais je ferai une formation juste sur les valves électriques, juste pour vous montrer le raccordement, respecter le raccordement. Donc, il nous reste un auxiliaire 2 et un auxiliaire 3. Et ça, ce seront des entrées universelles. Donc, ça veut dire universel, ça veut dire qu'on peut faire deux choses. On peut mettre une sonde, une thermistance. Donc, on peut mettre une thermistance, on peut mettre une autre sonde de coil, par exemple. On pourrait mettre une sonde pour monitorer, etc. Donc, une thermistance. J'écris en abrégé, thermistance. Ou on peut mettre un contact, en fait, digital. Ça serait un on-off. Ce qu'on appelle dans le jargon du métier un contact sec. Okay? Donc, on va voir ces sorties universelles-là, l'auxiliaire 2 et l'auxiliaire 3, je peux les paramétrer pour faire autre chose. Un peu similaire au digital input qu'on avait dans le KE2 évaporateur efficiency. Donc, si on regarde, ça c'était pour expliquer en fait au niveau des relais, comme j'expliquais sur la carte. Okay, il y a des relais qui peuvent se changer. Puis il n'y a pas le relais d'alarme additionnel. On compte les relais, il y en a trois. Rapidement, si on va sur le KE2 évaporateur efficiency, lui, son avantage, c'est qu'il y avait en fait trois relais qui ne changent pas. Donc le relais de ventilateur, le relais de défrost et le relais de compresseur, ici, où la solénoïde, c'est la même chose. Donc, ces trois relais-là, c'est l'équivalent du KE2 EVAP OIM. La différence, c'est qu'on avait un relais qu'on a appelé le relais auxiliaire, qu'on pouvait paramétrer comme relais d'alarme. Okay. Ou qu'on pouvait paramétrer comme faire un deuxième relais de compresseur s'il faisait défaut, ou un deuxième relais de défrost, un deuxième relais de fan. Je vous invite à aller voir l'adaptive, la formation sur l'adaptive et également la formation sur le KE2 évaporateur efficiency. On a couvert ça un petit peu plus en détail. Donc, c'était juste faire un parallèle, que les relais ne changent pas. Vous avez un quatrième relais. Dans le cas du KE2 OIM, ça veut dire que oui, on a les trois relais. Il y en a deux qui changent. Le relais de défrost ne change pas. Mais on peut ajouter un relais additionnel
pour une alarme, par exemple. Puis je parle d'une alarme juste alarme dans un système de DDC. Donc, ce serait comme un output. L'output de ce relais-là deviendrait un input d'un système DDC pour recevoir une alarme, par exemple. Fait que ce relais additionnel-là vient se raccorder sur le 0,10 volts DC et c'est une option. Donc ça couvre un peu là, le paramétrage. Je vais faire aussi une autre formation éventuellement ici sur le combo display. Je vais l'agrandir. Le combo display, c'est un peu ce qu'on viendrait mettre en... On a le choix entre un basic display comme on l'a vu ici à l'évaporateur. On pourrait mettre un basic display. Et lui, on ne peut pas l'allonger pour allonger le câble puis le mettre à côté de la porte, par exemple. À ce moment-là, on va venir chercher ici un combo display. Donc, le combo display, pourquoi on l'appelle combo, c'est qu'il y a deux choses. Il peut marcher en stand-alone. Ça veut dire que c'est juste qu'un bouton panique, on va le voir près de la porte, il va afficher la température. Si vous ouvrez la porte avec un door switch, on peut ouvrir la lumière, etc. Donc, il est en stand-alone. Ou il peut être combo, ça veut dire qu'il est raccordé à un KE2 evap OEM. À ce moment-là, il peut parler. Fait que si vous avez un bouton panique, quelqu'un appuie sur le bouton panique, on peut arrêter la réfrigération. Fait que ça, je ferai encore une fois une formation strictement au niveau du combo display. C'est comme un basic display, on pourrait l'appeler le Deluxe. Là. Il est comme plus évolué. Ou à ce moment-là, vous avez le choix d'aller avec un basic ou aller avec ce modèle-là à côté de la porte. Et je répète, celui-là, on ne peut pas l'allonger et venir l'installer à côté de la porte. Le voltage n'est pas suffisant, c'est pas configuré pour ce genre d'application-là. Donc ça couvre cette section-là. Diagramme électrique, toujours la même chose, vous avez vos cartes. Je ne ferai pas le diagramme électrique, ce n'est pas le but du cours. Vous avez des relais qui protègent ici chacun de vos relais en plus que les relais se changent. Fait que ça, c'est toujours la même chose. Ça dépend du OEM. Et là, on a la carte ici. On va avoir encore une fois le RS485. Lui, c'est pour nous permettre d'être capable, on voit que le display vient se raccorder ici. L'Ethernet, si vous avez sur le corps, vient se raccorder là. Le RS485, il n'est pas universel, donc on ne l'utilise pas pour l'instant. Donc, le pressure transducer avec les couleurs vient se raccorder ici. La température de succion, R, la température de coil. La deuxième sonde de coil, s'il y en a une deuxième, programmée dans l'auxiliaire 1 universel. Et comme j'ai dit, il nous reste deux auxiliaires pour être capable de faire des inputs pour des conditions qu'on va voir plus loin. Et la EV avec les couleurs selon si vous avez un 4 fils ou un 5 fils. Et le 0,10 volts est ici. C'est ici qu'on viendrait regarder le relais d'alarme. Et attention, c'est pas si vous voulez mettre une lumière ou un buzzer, ça ne fonctionnera pas nécessairement facilement parce que quand le courant coupe, par exemple, bien, on va tomber à 0 volts. À 0 volts, ça vous seriez en situation d'alarme. Bien là, si votre contact est ouvert, vous ne pouvez pas alimenter une lumière ou une alarme sonore. Par contre, ça devient un digital input. On va envoyer deux fils secs dans un automate, comme je le mentionnais avant. Et on va aller dire à l'automate sur un input d'un contact ouvert, tu vas envoyer une alarme, puis l'automate, ben là, il fait ce qu'il a à faire. Donc ça vaut pour le diagramme de raccordement de connexion. Là, on voit ici, si vous en rappelez pas, en fait, vous voyez que les vis, on voit les vis sur le dessin, donc ça peut changer. Le relais de défrost, il n'y a pas de vis, mais là, on ne peut pas le changer, il est fixe. Donc, ça fait un avantage de plus à ce niveau-là. On continue. Ce qui nous intéresse toujours, un peu comme on le fait dans le module des KE2 évaporateur efficiency, vous avez un mode d'introduction. Le mode d'introduction fait juste dire que la première fois que vous allez énergiser le contrôleur, il va vous demander en fait le type de valve d'expansion que vous avez. C'est comme un minimum. Là. On appelle ça le mode introduction dans le KE2 EVAP. Vous pouvez retourner voir la vidéo si vous voulez voir plus de détails. Mais on doit y donner majoritairement, dire est-ce qu'on est en mode défrost, électrique défrost avec une valve mécanique, ou est-ce qu'on est en air défrost avec une valve d'expansion électrique. Puis AD, ça serait air défrost avec une valve mécanique, par exemple.
Ou EDE, ça serait une valve électrique avec, c'est-à-dire des juvelages électriques avec une valve d'expansion. Fait que ça, si vous voulez plus de détails, on va voir. Mais on peut les programmer individuellement, mais ça peut se faire plus rapidement pour faire la programmation rapide. On pourrait dire le mode introduction. Donc aujourd'hui, si on regarde un peu plus loin aussi, je vais parler plus en fait du menu basic rapidement. Ça ressemble toujours les mêmes choses qu'on a vu dans les autres. Ça veut dire TS, c'est votre température 7 points. Donc si vous appuyez Enter, puis vous tenez Enter, la première valeur qui devrait apparaître, c'est TS. Ensuite, vous pouvez aller voir le réfrigérant et la sorte de déjoueur. C'est les trois seuls paramètres que vous avez à partir du menu Basic. Comme dans toutes les autres formations, je vais toujours faire en fait le menu qui est plus avancé en même temps que vous allez voir l'affichage du contrôleur. Donc ici, pour avoir accès au menu avancé, il faut appuyer sur le bouton Back. Et la première valeur qui devrait nous apparaître, c'est TS, qui est Room Temp. Puis là, vous avez les valeurs par défaut, puis les explications en anglais. Donc, je vais regarder avec vous. Je vais juste faire une transition pour que vous puissiez voir. Donc ici, j'ai à l'écran le petit Basic Display. J'ai baissé l'éclairage pour que ce soit moins de reflets possible. Si vous regardez, le bouton Back est ici en haut. Le bouton Enter est à droite, un peu comme le KE2 évaporateur Efficiency. Et vous avez les deux flèches vers le haut et vers le bas pour les différents paramètres. Je rappelle, c'est la même configuration. Quand la lumière verte est allumée, ça veut dire que vous êtes en mode réfrigération, donc le relais de compresseur est alimenté. Quand la lumière clignote, bien là, c'est notre time delay qui va empêcher les cycles courts de l'appareil. Si on a une lumière jaune, ça veut dire qu'on a une alarme qui n'est pas critique. Ça pourrait être un capteur de température qui est défectueux, par exemple. Puis si on a une alarme critique, si vous avez, mettons, le transmetteur de pression, il ferait défaut, à ce moment-là, on ne peut plus lire la surchauffe. Là, c'est une alarme critique au niveau, là, la lumière est rouge. Ça veut dire, là, ça prend une intervention rapide. Donc, ça, c'est les lumières. Et je rappelle toujours la même chose, quand on veut changer un set point, il y a des variables. Puis derrière les variables, il y a des valeurs. C'est ce qu'on voit ici. Donc, ARS, je vais agrandir un peu plus, quitte à perdre un peu de... Sur la largeur, je pense que c'est assez clair comme ça. Donc, si vous regardez la première valeur, par exemple, ça serait TS, c'est votre température 7 points. OK, le room température. Donc, ça, c'est encore une fois, c'est le cut-out. Ça veut dire quand on atteint cette température-là, le relais ouvre et désalimente la solénoïde. Par défaut, c'est 0 Fahrenheit. On peut le changer en Celsius, on va voir ça plus loin. Donc, je vais en faire quelques-uns. C'est la même affaire que le KE2. Donc, je maintiens back ici en haut pendant, parce que je vais faire le menu avancé. Donc, je le maintiens. Quand des fois, ça ne fonctionne pas, c'est parce que vous êtes dans le menu Enter. Fait à toute occasion, quand vous ne savez pas où vous êtes, vous faites back 2 fois, puis vous sortez complètement du menu. Puis là, on recommence. Si vous vous dites, je ne sais plus où je suis rendu. Donc, à ce moment-là, j'appuie back et j'attends. Et la première valeur, et encore une fois, je vous invite toujours à avoir votre manuel, soit sur votre téléphone, pour être capable de suivre ici, puis de dire la première valeur que j'ai, c'est TS. Donc ça, c'est la variable, pardon. Donc, en arrière de la variable, je pèse Enter pour voir c'est quoi la valeur. Donc, c'est 0. Et là, si je voudrais changer, comme là, contrairement au KE2 évaporateur Efficiency, il clignote déjà. Je n'ai pas besoin de le changer. Quand c'est un chiffre, il clignote. Quand ça va être une lettre, on va voir les lumières clignoter. Donc, si je voudrais aller mettre, mettons, plus 10, par exemple, bien, au lieu d'y aller manuellement jusqu'à temps que vous faites 9.1.1, on va juste aller appuyer sur Enter pour faire clignoter, par exemple, ici, les unités. OK, donc je voudrais mettre 10, mais je pourrais mettre 0. Je vais aller clignoter sur les dizaines. Donc je vais mettre 10, je peux clignoter sur le 1, mettre 0. Et là, comme ça clignote, ça veut dire que ce n'est pas activé. Donc si je veux l'activer, j'ai à maintenir Enter pour valider que c'est bien le 7 points que je veux. Automatiquement, il revient à TS. Donc on a couvert TS. Si vous regardez la deuxième valeur, ça va être le réfrigérant. Donc ici, je vais faire réfrigérant. Là, je ne les ferai pas. Là, vous voyez que ça se met à clignoter.
malgré que c'est des chiffres, parce que le 404A, dans le fond, il y a une lettre des fois, fait que je pense que c'est pour ça que ça clignote, même si c'est juste des chiffres. Donc là, on peut changer, aller chercher différents réfrigérants. Je ne les ferai pas tous. Donc, j'ai juste à faire back, puis je reviens à ma variable. C'est toujours la même chose. La variable est ce qui est affiché ici. Puis quand vous faites Enter, avec, mettons ici, là, je vois RFG, ça c'est un peu le display à quoi ça ressemble. On met un peu une image, parce que c'est pas toujours facile avec des segments en 8, là, des segments digitales, de mettre quelque chose comme un Y, c'est pas évident à mettre un Y, fait que ça ressemble plus à une espèce d'Y comme ça. Fait que là, on vous dit c'est DT, le defrost type. OK? Donc, ici, si je fais Enter, mon defrost il est électrique. Je peux aller chercher hot gas avec le hot gas avec la solénoïde à off, le hot gas avec la solénoïde à on. C'est des choses que j'ai couvertes ou des givrages à air. OK? Donc, dans notre cas ici, c'est électrique par défaut. Donc, je fais back, je reviens à defrost type. L'autre valeur qu'on va aller chercher, c'est les types de valves d'expansion. Donc, si on vient ici, c'est valve type dans le EDT. Donc, si je m'en viens encore ici, flèche vers le bas pour pardon, ça marche à l'envers des fois, là. Donc, j'ai TS, DTY, et j'ai le réfrigérant, je l'ai fait. Oups, pardon. Réfrigérant, DTY. Bon, là, ce qui est arrivé, c'est que je suis dans le menu Basic. C'est ce qui se produit. C'est pour ça qu'il tourne toujours dans les mêmes. J'ai peut-être pesé back 2 fois ou j'ai attendu trop longtemps. Donc, comme je vous disais, je fais back 2 fois pour sortir du menu et je vais maintenir back jusqu'à temps que je vois TS. Alors là, je continue. J'ai mon réfrigérant, j'ai le DTY. Là, ça fonctionne avec le menu. EDT, c'est mon valve type et là, je fais Enter. Donc, Enter, c'est THR. THR, c'est différent. Au lieu de valve mécanique comme avait, c'est thermostatique conventionnel en fait. Puis si on regarde sur le dessin ici, ils vont nous dire euh, plus vers la droite, ça vous dit, regardez à la page 10. Si je bouge le curseur, je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais je vais le faire avec ça. Donc, page 10, c'est ce que ça nous dit. Donc là, je pourrais à ce moment-là aller à la page 10 directement, juste pour vous le montrer. Et là, je vais venir lire mes variables ici au niveau des valves d'expansion. Donc, vous voyez que le TH, qui est affiché un peu comme ça, THR, c'est une valve traditionnelle thermostatique. Là, ils ont fait ça comme ça. L'ancien HSV, les HS, les anciennes valves KA2, les nouvelles ARS, SEI, SAR, c'est Sporlun, et Carel. Dans certains modèles, on va utiliser Carel, qui est un modèle plus européen, mais les plus populaires, je vous dirais que c'est pas mal les ARS. Là, dans la ARSV, c'est une valve qui est très fonctionnelle, et certains modèles Sporlun selon les capacités. Donc ça nous dit à quelle page j'étais. Je vais revenir à la page 7 dans mon Advance. Donc encore là, encore une fois, ici vous aviez le EDT, le type de valve. Fait que juste pour vous le montrer, ça serait conventionnel. Là, je suis dans la valeur. Donc, je peux avoir pulsé. On ne le voit pas dans ça. Ça, c'est des nouvelles valves que vous allez commencer à avoir. On s'en reparlera, on fera une autre formation. C'est du pulse width modulation. C'est un autre genre, c'est pas des moteurs pot à pot. C'est une autre façon de contrôler la valve. Ici, on va avoir CRL, CAREL. On va avoir SAR, qui est le modèle Sporlun. SEI, ancien modèle Sporlun. L'ancien modèle HS de KE2. Le modèle RSV de KE2. Et on revient à THR. Donc, je vais faire back. Et je reviens à mon menu qui était ici, à EDT Expansion Valve Type. Le IND, c'est la sorte de dégivrage que je veux. Donc, je continue, flèche par en bas. IND, donc à ce moment-là, vous allez avoir soit DND, c'est du dégivrage à la demande. Okay? Donc, c'est le contrôleur qui décide. On peut faire runtime. J'ai expliqué ça dans d'autres vidéos. Encore une fois, vous pouvez aller dans les vidéos de adaptive et du KE2 évaporateur efficiency pour comprendre le runtime. Et le schedule. Le schedule, lui, c'est le nombre de dégivrage que vous voulez faire par jour. C'est ce qu'on veut faire, mettons, vous mettez 4, exemple, si je fais Enter, ben là, il va être schedule, en fait, là.
un peu plus loin, il va falloir que je marque le nombre de dégivrages par jour que je vais aller chercher. Je vais laisser schedule juste pour qu'il me le fasse. Donc, je vais valider ici mon sort de dégivrage. Donc, je suis revenu automatiquement à ma variable. Si je refais Enter, il va me dire j'ai pris schedule. OK? Donc, je fais back et je vais aller voir là, le D. Là, je suis revenu dans mon fameux menu basic parce que j'ai peut-être appuyé back 2 fois ou j'ai attendu trop longtemps. Là, vous voyez, j'appuie back puis il ne se passe rien. Ça veut dire que je suis encore dans le menu sans vraiment le savoir. Fait qu'on fait back 2 fois. On sort complètement et là, on appuie back puis on maintient back. Là, il va rentrer dedans. Et voilà. Donc, on continue. On était à... euh, voilà. Notre IND, c'était notre defrost mode. OK? On avait mis encore une fois schedule. Donc, je fais back juste une fois. Je reviens à mon module. Mon defrost per day, ça c'est le nombre de defrost par jour. 5 par défaut, mais je peux monter jusqu'à 12. Peut-être que dans ce modèle-là, c'est 8. On va aller voir. C'est pas arrangé avec le gars des vues, c'est parce qu'il y en a tellement qu'on ne les connaît pas par cœur. Donc ici, dans le module, ça me donne... attendez un peu... Ouais, c'est ça, regardez. On y est là, c'est de 0 à 8. De 0 aller jusqu'à 8. Donc, dans ce modèle-là, je n'ai pas de custom defrost à une heure fixe que je voudrais faire. Je ne l'ai pas comme dans le KE2 évaporateur efficiency. OK? Donc, c'est pour ça que je suis bloqué à 8 ou je peux redescendre. Donc, si j'en fais, mettons, je dis 6. Bon, si je décide 6, c'est 24 divisé par 6. Ça veut dire 4. Aux 4 heures, il va faire un dégivrage, mais on ne sait pas à quelle heure. Et si vous le partez à minuit, ben, il va en faire un à 4 heures, à 8 heures, à midi, etc. Il va faire le nombre de dégivrages que vous avez mis dans la valeur DPD, defrost per day. Okay? Encore une fois, quand on a le menu, c'est beaucoup plus facile de suivre. Le defrost term on time, c'est le KE2 va terminer par défaut, c'est 50 degrés Fahrenheit. Donc le DTP, defrost, ça veut dire quand il tombe en dégivrage, soit en schedule ou à la demande, généralement il va être à la demande. On va choisir, exemple ici, le DTP, c'est 50 degrés Fahrenheit. Okay? Si vous faites une installation, je vous dirais, à la demande, pas aller plus haut que 55 degrés Fahrenheit, ça va vous créer des problèmes. Si vous êtes en schedule, n'oubliez pas que ce n'est pas un cliqueson. Okay? Donc, comme ce n'est pas un cliqueson, on ne veut pas contrôler la température du U-bend. On a deux thermistances dans l'évaporateur qui sont à la sortie de l'air. C'est là que ça va geler. 50 Fahrenheit, c'est si vous êtes dans le dernier endroit de glace. 55, ça serait un maximum, à peu près. Okay? Si vous allez en schedule, ben là, vous pouvez le monter. Là, à ce moment-là, il n'est pas à demande. Il va en faire 4 par jour. Puis vous mettez, exemple, 60-65 degrés Fahrenheit. Il n'y aura pas de problème. Mais à la demande, on ne veut pas aller plus haut que 50-55. On verra ça dans le troubleshooting un peu plus loin. Donc, je fais back. Je descends à l'autre valeur. Là, je suis retombé au menu parce que j'ai droit. Là, je fais back 2 fois pour sortir complètement et j'appuie back encore. Ça se peut que j'aille fait back 2 fois aussi, là, ça dépend. C'est soit le temps ou. Donc, le DTP, c'est là qu'on était, juste ici dans le defrost température. Ici, c'est le DEF. Le defrost paramètre, OK, si vous regardez les valeurs ici, c'est qu'on ne veut pas. Vous ne touchez pas à ça, autrement dit, ces valeurs-là. Ça fait juste dire que ils donnent moins de détails, là, mais si on est électrique, c'est 30. Si vous êtes à l'air, c'est 40. Ça, j'ai expliqué ça dans le KE2 évaporateur efficiency. Et également, je l'ai expliqué dans le adaptive. Donc, c'est un paramètre, c'est un coefficient pour rendre plus sensible ou moins sensible. Ça fait partie de l'algorithme de calcul. C'est pas dans nos priorités. Donc, comme je vous dis, c'est très rare que je joue avec ça. Donc, ça, c'est le DTP. Non, c'était le DEF. Le DPD, donc le DTP, on avait dit que c'était 50 Fahrenheit. OK. Donc, le DTL. Ah, c'est parce que j'ai choisi schedule. Ouais, OK, je comprends. Comme j'ai choisi schedule en defrost, ben là, je ne peux pas aller changer mon defrost paramètre. OK?
Et si j'avais choisi à la demande, c'est pour ça qu'on ne le voit pas, mais c'est pas grave, on ne l'utilisera pas. Le maximum defrost time, vous allez l'avoir, ça, si vous êtes en schedule. Donc ça veut dire que le maximum, c'est 45 minutes. Si vous êtes en schedule, autrement dit, il y a deux paramètres. Le contrôleur va tomber en dégivrage. Quand il va tomber en dégivrage, il faut que les deux sondes d'évaporateur atteignent leur température de fin de dégivrage en schedule. OK? Et également, le temps maximum, c'est 45 minutes. Si vous tombez à la demande, ce facteur-là, ici, il ne s'applique pas. C'est dans l'algorithme. OK? Donc, l'algorithme va dire que je devrais atteindre un 50, j'ai dit maximum 55 degrés Fahrenheit, en dedans d'environ 30-35 minutes. Ça ne devrait pas dépasser ça, cette valeur-là, en mode demande. Mais on va regarder ça dans troubleshooting. Donc ici, j'ai le choix parce que j'ai choisi Schedule. Le mode drain, ça veut dire que si la séquence est là, je suis en mode réfrigération. Après ça, je fais mon dégivrage. Une fois que j'ai atteint soit ma température ou mon temps, si je suis en defrost schedule, ben, il va automatiquement tomber au mode drain, qui est le temps d'égouttement. Ça veut dire que c'est 2 minutes. Si vous êtes à air, vous pourriez mettre 0, parce que s'il a fait un dégivrage de 45 minutes, c'est peu probable qu'il y ait des gouttelettes sur l'évaporateur. Si vous êtes en dégivrage positif, à ce moment-là, on ajoute de la chaleur. Bien là, on veut un mode drain pour s'assurer que les gouttelettes sur les ailettes de l'évaporateur tombent dans le bac à condensat ou dans la panne, si on pourrait dire, avant de repartir le système. Ensuite, une fois que le drain est fait, on va aller, non, ça, attends un peu, juste pour voir l'autre variable. L'autre variable, c'est votre minimum fan switch time. Ça, c'est la première fois qu'on le voit. Vous ne l'avez pas dans les autres contrôleurs. Certains moteurs ECM, j'ai expliqué la différence entre les moteurs ECM et les drives dans le module du KE2 Evaporator Efficiency, vous pouvez aller voir. Dans certains moteurs ECM, ça veut dire que si on fait de la sublimation ou quelqu'un ouvre la porte, on fait cycler les ventilateurs, bien, on peut avoir un minimum. Ça veut dire si j'ai mis, pour une raison, quelqu'un ouvert la porte, j'arrête l'évaporateur, c'est un moteur ECM, j'arrête le moteur de l'évaporateur pour ne pas faire rentrer d'humidité. Bien, si quelqu'un ferme la porte, le moteur ne repartira pas avant 10 secondes. C'est un peu une protection pour certains moteurs ECM. Là encore là, c'est le OEM qui fabrique l'évaporateur qui décide de cette valeur-là. Mais soyez conscient qu'elle existe. Minimum Fan Switch Time. Ensuite de ça, on va aller chercher le STT qui est mon Super Heat. Donc, ouais, réfrigérant Fan Type. Je pense que j'en ai sauté un, je suis désolé. Donc, le réfrigérant Fan Type, il y avait trois. Ça, c'est la fan en mode réfrigération. Donc, j'ai sauté une, je m'excuse. Donc, réfrigérant type, ça veut dire quand vous êtes en mode réfrigération seulement, est-ce que vous voulez que par défaut, normalement, elle va cycler ses on with compresseur? Ça, j'ai expliqué pourquoi. Puis les avantages, c'est que ça fait de la sublimation. Encore là, vous pouvez retourner voir les autres vidéos pour le voir. Manage, ça, je l'utilise moins, c'est très particulier. Vous allez avoir cycle permanent. Okay? Le manage cycle, oubliez-le pour tout de suite, ça c'est vraiment quelque chose qui est plus avancé. Le mode permanent, ça veut dire que vous atteignez votre point de consigne ou pas, les ventilateurs fonctionnent tout le temps. Et si vous avez choisi dans le defrost un peu plus haut, defrost électrique, ben, en dégivrage, il va l'arrêter. C'est pour ça qu'on dit la fan en mode réfrigération. Le mode par défaut, c'est on with compresseur. Donc si j'atteins mon point de consigne, la solénoïde est désalimentée. À ce moment-là, mon évaporateur, le ventilateur est à off. Et là, il peut se mettre à cycler pour faire de la sublimation en mode off au lieu de démarrer le compresseur. Ce qu'on appelle la sublimation. Ça, c'est très valable. Encore là, il faut retourner dans le manuel ou la vidéo du KE2 Evaporator Efficiency. Ensuite, il y a Title 24. J'ai expliqué aussi. Title 24, c'est une norme plus sévère Californie. Donc en Californie, c'est un peu comme le on with compresseur, sauf que le on with compresseur, si la température ne bouge pas, de temps en temps, les ventilateurs vont partir. Donc c'est une norme très sévère au niveau 2, mais le KE2 est déjà capable de faire ce type de contrôle des ventilateurs en mode réfrigération. Donc ça me ramène à FTS qui est mon minimum fan switch, ça je n'avais parlé avant de sauter cette section-là. Donc RFT ici à l'écran.
Là, on était à FT qui était notre minimum fan switch time. Donc, si je vais voir, là, juste pour voir, Enter, c'est 10 secondes. OK. Je fais back, je reviens là. Et là, bon, là, je pense qu'il n'a pas aimé ça. Si on est, encore une fois, si le délai est trop long, ben, il sort du mode programmation. Puis là, ben, je ne peux pas faire l'explication en même temps. Vous comprenez ce qui se passe. Donc, le RFT, le FTS, et là, j'ai le SST qui est ma superheat. Et là, ça serait valable si j'ai choisi une valve électrique à ce moment-là. Donc, j'aurais 20 degrés Fahrenheit de surchauffe, par exemple. Puis encore une fois, le zéro clignote. Donc, si je veux aller à Enter, je veux le baisser à 10, ben, le chiffre qui clignote, les dizaines, je peux baisser à 10. Une fois que j'ai la valeur que je veux, je maintiens Enter et il va automatiquement revenir à STT, qui est la valeur juste ici, STT. Donc ça couvre jusque là. Toute cette section-là, ici, le Low Pressure Cutout, j'ai expliqué ça dans le cas 2 thème plus valve. C'est rarement utilisé, mais pour ceux qui veulent l'utiliser, jusqu'ici, je ne le couvrirai pas. OK? Donc, ça, c'est comme un peu, ça pourrait remplacer un contrôle de basse pression parce que vous avez un relais de compresseur, puis vous avez une valve électrique. On pourrait dire, j'alimente la valve électrique et je démarre, au lieu d'alimenter une solénoïde, on pourrait démarrer le compresseur directement. Je ne le couvrirai pas parce que c'est plus complet, c'est rarement utilisé, donc on pourra faire peut-être s'il y a des intérêts, on le regardera à ce moment-là dans une autre formation. Après ça, il y a le LPCO à temp, fait que tout ça, non, je ne l'utilisera pas. Puis vous avez ici le compresseur runtime, le RTP en fait, là. Si je viens ici. Ah ben là, j'ai pris schedule, fait qu'il ne me l'a pas pris. Je recommence, c'est que dans les types de défrost, il y avait demande, schedule, j'ai choisi schedule, mais on aurait pu choisir runtime. Runtime, ça veut dire que si, mettons, vous mettez 6 heures par défaut, ça veut dire que si le système est en mode réfrigération pendant 6 heures, c'est ce que ça va dire ici. Ça veut dire que si vous êtes en 6 heures en mode cooling, il va s'en aller en défrost. Mais là, comme j'ai choisi schedule, ben, il ne me donne pas accès à ça. Ça, c'est moins utilisé. Ça pourrait peut-être être intéressant pour un blast freezer que vous dites à toutes les 6 heures, je l'arrête puis je veux qu'il reparte. Mais s'il atteint sa température pendant les 6 heures, ben, il faut vraiment que le relais de compresseur soit on pendant 6 heures. OK? Donc, nous, on ne l'a pas parce qu'on a choisi Schedule. Ici, encore une fois, vous avez électrique defrost mode. Ça, c'est le heater. Par défaut, il est à pulse. J'ai expliqué c'est quoi ça aussi. Si vous faites une première installation, puis vous n'avez pas, des fois le voltage est plus bas, on a du 208, donc c'est sûr que si vous êtes sur le 240, les éléments électriques sont plus forts, fait que pulse, ça peut augmenter votre temps de dégivrage, ce qui n'est pas trop quelque chose qu'on recherche, OK? Donc au début, avant de jouer avec cette fonction-là, moi c'est ma recommandation, je vous dirais, mettez-les à PRN comme on voit ici, c'est permanent. Ça veut dire qu'au moment où on tombe en dégivrage, l'élément électrique va rester fermé jusqu'à temps que les deux sondes atteignent 50 Fahrenheit. Quand il est à pulse, c'est pas vraiment un pulse, c'est qu'on va juste ouvrir le contact si c'est plus chaud d'un bord que de l'autre, mais ça augmente votre temps de dégivrage. Et si ça augmente le temps de dégivrage, ben ça vient aussi affecter l'algorithme. Donc, encore une fois, par défaut, il est à pulse. Vous pouvez l'utiliser à permanent au début, ou si vous êtes moins habitué avec le type de contrôleur. L'autre valeur, là, je vais faire back, je reviens à heater, on va appeler ça le heater mode dans le fond, même si c'est un N. Bon, là, il est revenu encore en mode basic. Donc, je vais appuyer, on va aller jusqu'à HTM. Voilà. Là, les HO, ça, c'est les High Temperature Offset. OK? Donc, les alarmes. Donc, ici, c'est 10. Donc, 10 degrés supérieur à votre point de consigne que vous avez mis plus haut, TS. OK? Puis, vous avez aussi le délai. Donc, on va avoir, autrement dit, là, offset est ici. Donc, si j'ai mis mon cutout à 0, ben, si la température est à 10 degrés
plus 0, donc à 10 degrés pendant 60 minutes, parce que c'est mon high delay alarme. Là, il va me donner une alarme de haute température. Et quand c'est le low alarme, ben, il sait que c'est négatif. Donc, mettons, je serai à 0, ça veut dire moins 4 pendant 10 minutes. Il me donnerait une alarme de basse température. Okay, donc, ça, c'est le HAO ici à l'écran. Le délai, le offset pour le low température et le délai. Et là, je reviens à mon DAD, qui est le Door Alarm. Ça, c'est utilisé avec un Door Switch. C'est ce que ça dit ici. Ça pourrait être intéressant. Je l'ai expliqué, mais je vais le réexpliquer juste pour être certain que ça vaut peut-être la peine de l'expliquer ici plus en détail. Donc, vous allez avoir... ça vaut, donc j'aurai mon évaporateur, disons ici, avec les ventilateurs. Puis on va simuler, là, disons que j'aurai une porte ici, là, à vue vol d'oiseau comme ça, là, qui serait ouverte comme ça. Bien, si votre door switch ici est raccordé sur le contrôleur, ça veut dire que quand la porte est ouverte, le système, on peut le paramétrer dans l'auxiliaire, on va le voir un peu plus loin, le 2 ou l'auxiliaire 3. Je peux venir en digital input avec juste 2 fils dans la carte électronique. J'ai couvert ça dans le cas 2 évaporateur efficiency, mais en gros, ce que ça veut juste dire, c'est que si quelqu'un ouvre la porte, ce qu'on vient faire, on arrête les ventilateurs, mais la solénoïde est encore alimentée. Et on ne veut pas couper la solénoïde de façon conventionnelle, parce qu'à chaque fois que quelqu'un ouvre la porte, votre pression d'aspiration change, c'est pas économique, c'est pas bon pour le compresseur. Donc, ce qu'on va faire, c'est couper les ventilateurs pour éviter que l'humidité pénètre à l'intérieur de la chambre, puis de givrer de façon excessive l'évaporateur. Donc, si quelqu'un laisse la porte ouverte, par exemple, on voit ça souvent, là, la porte va être ouverte jusque-là, ils ont mis une boîte de carton en avant pour qu'on soit capable de passer. Le contrôleur, ce qu'il fait, il va dire, OK, je suis à off. Au bout d'une minute, il ferme la solénoïde. Et là, il va compter son minimum off time, qui est 5 minutes, on va le voir plus loin. Après 5 minutes, il vérifie, il dit, je suis prêt à repartir, je regarde, la porte est encore ouverte, je refais un autre 5, plus 5, plus 5, etc. Donc, ici, ce qu'on veut arriver à comprendre, c'est que le door alarm, par défaut, il est 30 minutes. Donc, si quelqu'un laisse la porte ouverte 30 minutes, bien là, on afficherait door alarm delay. Puis, si on est raccordé sur un réseau, on pourrait envoyer un alarme. Ça, c'est bien utile pour les gens que vous doutez. Vous dites, je ne suis pas sûr qu'ils jouent avec la porte. Bien, on pourrait descendre ça ici à peu près à 10 minutes. Il faut le suivre. Après 10 minutes, ça veut dire que vous allez recevoir des alarmes pour dire que la porte est souvent ouverte plus que 10 minutes. Bien, on se sert de cet outil-là avec un alarme pour que, par exemple, le manager ou le directeur du personnel puisse s'occuper du personnel dans la cuisine, à dire laissez la porte fermée. OK? Donc ça couvre pour le door DAD, c'est le Door Alarm Delay. Donc si je fais Enter, par défaut, il est 30 minutes. OK? Donc ça doit être utilisé avec un door switch absolument. Les autres valeurs ici, si on va un petit peu plus bas, on a les auxiliaires 1 dans les inputs. Donc, si je vais voir l'auxiliaire 1, si on se souvient, au début, j'allais voir le diagramme électrique, j'avais dit que l'auxiliaire 1, on le mettait comme deuxième sonde de coil, si c'est le cas avec l'OEM que vous travaillez, et son état, ben, il ne peut pas être ni close ni open. L'état, c'est juste si vous avez un contact sec. Quand vous avez une thermistance, vous n'avez pas besoin de vous occuper de l'état de l'input. Okay? Mais si je mets un door switch, ou ben là, je vais être obligé de dire la door switch, est-ce qu'elle est active quand le contact est ouvert? Oui, ou quand le contact est fermé. Okay? Donc l'auxiliaire 1 ici, si on va voir un petit peu plus loin, ils vont vous dire les modes sont affichés à la page. Attends, désolé, ben, juste ici, là, c'est page 10. OK, donc à la page 10, fait que si on retourne à la page 10, qui était la même page où on avait nos valves d'expansion un peu plus tôt, là, je peux aller voir les modes de digital input. OK, donc on les voit ici. Je les regarde rapidement avec vous. Le mode, pardon, ça c'est le système mode, c'est pas ça que je cherche. Voilà. Donc page 10. Donc vous allez avoir 10
Ça veut dire disable, on ne l'utilise pas. RTP, je pourrais avoir un deuxième room température. C'est moins utilisé, ça aussi, mais on pourrait l'utiliser. Ça, là, on voit ici CLT. Donc, le coil température pour mon auxiliaire 1, je viendrais le programmer pour ça. Je pourrais aussi programmer, quand c'est marqué ONI comme ça, c'est moniteur. Donc, je pourrais lire une température, mais ça n'a aucune influence sur le contrôleur. Je pourrais avoir, dans le cas d'un contact sec, là, je pourrais avoir, autrement dit, second room température. J'ai couvert ça aussi dans l'adaptive et dans le cas de EVAP. Ça veut dire que je pourrais, avec un interrupteur manuel, juste un petit interrupteur manuel, j'emmène ça dans l'auxiliaire 2, par exemple, ou le auxiliaire 3, parce que le 1, je l'utilise pour le deuxième coil. Fait qu'un des auxiliaires, une fois, je pourrais dire, ben, quand le contact est fermé, je veux que le système se mette à off. Là, il devient système off. Okay? Ben, là, à ce moment-là, je suis obligé d'aller dire l'état, est-ce qu'il est fermé quand le contact est fermé ou est ouvert. Donc ça en est un autre qui est second room température. Je peux mettre un door switch, on l'a vu. Aussi intéressant, je peux mettre, oups, je pense que je suis allé trop loin. Je peux mettre ici un alarme externe. Donc ça pourrait être encore là, un contact sec que vous aviez. Je pense que j'en ai parlé, un détecteur de phase avec un alarme contact sec. On pourrait mettre le contact sec dans le digital input. À ce moment-là, le programme soit off ou on pour dire il est en alarme. Là, on va vous envoyer, ça va être affiché externe alarme. Bref, on ne sait pas ce que vous avez branché là, mais il est en alarme. Le système off, j'en ai parlé, on peut le mettre à off avec un toggle switch. Ça veut dire que le client pourrait dire quand je ferme ou ouvre le contact, le système il se met à off puis il reste à off aussi longtemps que le contact n'est pas enlevé. Les deux autres ici, le defrost interlock, OK, et il y a le defrost lock. Il y en a deux. Le defrost lock, ça voudrait dire que je pourrais, par exemple, soit avec un automate ou avec d'autres choses, et je vais venir fermer le contact. Si vous êtes en defrost schedule ou à la demande, ça veut dire tant aussi longtemps que le contact est soit fermé ou soit ouvert, votre defrost il est lock. Ça veut dire qu'il n'en fera pas de defrost. Si vous êtes à la demande, ça fait longtemps qu'il est comme ça, aussitôt que vous allez enlever le contact, probablement qu'il va faire un dégivrage presque immédiatement. Si vous êtes en schedule, bien, il va compter le temps. Okay? Ça explique le defrost lock. Le defrost interlock, je ne l'ai pas expliqué avant, je vais l'expliquer là. Ça va être plus rapide d'en faire un autre comme ça. Bon, le defrost lock, ça voudrait dire que je pourrais avoir, par exemple, une bobine de contacteur. OK, on va dire L1, T1, T2, T3, là, juste pour faire ça rapide, T1, 2, 3. Puis là, vous avez le L1, 2, 3, puis vous avez votre bobine, par exemple, qui est raccordée ici. Puis là, on pourrait avoir des contacts auxiliaires. Donc, si je pourrais avoir un contact auxiliaire, exemple, qui serait normalement ouvert sur en fait, c'est directement sur le contacteur. Là, si vous avez le contrôleur KE2 dans le digital input, donc je vais juste faire ici, mais on va l'appeler le AU2, et que je le programmerai en defrost interlock. C'est souvent pour les petites chambres froides où le breaker n'est pas trop fort. Fait que là, ce qu'on veut éviter, c'est que, supposons votre relais de defrost, OK, quand il tombe en dégivrage, il alimente à ce moment-là votre résistance électrique. D'accord? Puis là, vous allez avoir, disons, votre relais de compresseur ou la bobine qui serait ici. Bien, ça se pourrait que si les valves coulent, il y a du réfrigérant résiduel une fois qu'on a fait le pump down. Autrement dit, sur le relais de compresseur, on vient fermer la solénoïde. Et là, le compresseur ici vient alimenter sur un contrôle de basse pression, comme ça. Là, il se trouve être ouvert, là, c'est un dessin sommaire, là, il est ouvert. Là, à ce moment-là, j'ai une puissance ici appelée au niveau des éléments électriques. Mais si la pression résiduelle augmente, à ce moment-là, ça se pourrait que le compresseur va juste repomper en même temps que la résistance électrique. Puis là, le breaker ou le disjoncteur n'est pas suffisamment fort dans les restaurants ou des choses semblables. Là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient raccorder le contact ici, je vais aller de chaque côté, là, qui serait votre contact auxiliaire qu'on mettrait en digital input. OK, à l'intérieur, c'est deux fils, un contact sec. Ça, c'est un contact sec.
Donc, si jamais le compresseur part et ici ça vient fermer, à ce moment-là, le AU2, il va dire, ah, là, je suis en défrost interlock. Ça veut dire qu'automatiquement, quand je viens partir le compresseur, je vais enlever la résistance électrique. Donc, on va annuler la résistance électrique. Le système va se pomper, le contrôle de basse pression va ouvrir, le contact va reprendre sa position ouverte. À ce moment-là, on va dire, OK, on continue à chauffer. Donc, ça, c'est un défrost interlock. On fait ça simplement avec deux fils au niveau du contact auxiliaire du contacteur. Donc, ça, c'est une belle option, si on peut dire. OK? Donc, ça, c'est le defrost interlock. Donc, je vais retourner. Moi, j'étais ici à l'écran. Il est sorti du menu. Donc, je fais back deux fois pour être certain et je réappuie back pour rentrer. Là, il me donne une alarme de haute température, comme juste pour vous le montrer. Il marque HTAA. Il faudra aller voir, c'est high température alarme parce qu'évidemment, fait que là, une lumière jaune, c'est non critique, mais il fait juste dire au client que on a atteint notre high offset au délai qu'on avait. Donc, j'appuie back. Et là, je vais aller jusqu'à DFL. En fait, il faudrait que je remonte, pardon, fermer ça. Ça explique tous nos digital input à la page 10. Les différents digital input. Donc, je retourne ici dans mon application. C'était les AU1, etc. Oui, c'est ça, exactement. On avait vu que le AU1, on avait dit on l'appelait coil, mais n'oubliez pas qu'il nous reste un AU2 et un AU3. Donc, si vous avez un defrost interlock, un système off, ben là, il faut aller jouer avec l'état. Il faut lui dire est-ce qu'il est ouvert ou fermé. Si on met une sonde de température, on n'a pas besoin de s'occuper de l'état parce que c'est une thermostat. On appelle ça un input universel. OK? Donc, on va continuer ici jusqu'à AU1 et compagnie. Donc, AU2, là, vous voyez ici à l'écran, c'est le state, en fait, là. Le AU3 avec son état. Et là, on est rendu à TS2. TS2, ben, si vous avez choisi un AU2 comme second room température, ben, quand le client vient fermer le contact, ou à ce moment-là, ben, il faut programmer le deuxième point de consigne. Fait que si le premier point de consigne en haut est 0, puis celui-là, il sera par exemple plus 10, ben, quand le contact va être fermé avec le digital input que vous avez utilisé, il va contrôler 2 points. Okay. J'ai couvert ça aussi dans le KE2 évaporateur efficiency. Donc ça, c'est le TS2. Par défaut, il est moins 50. Vous n'êtes pas besoin de l'utiliser. Ça veut dire que si dans les digitales, les auxiliaires input, si on ne les a pas utilisés comme second room température, il ignore cette valeur-là tout simplement. L'autre variable, on va aller en fait, c'est 10T, c'est le 0,10 volts. Ça, c'est le petit relais auxiliaire que je vous disais additionnel. Donc, rapidement, si vous l'utilisez, ben là, on vient le programmer. Autrement dit, ça veut dire qu'on vient le raccorder sur le 0,10 volts. Ça veut dire si vous êtes en alarme, on ferme le courant. C'est 0 volts. À ce moment-là, le contact il devient ouvert. Et là, vous devez programmer votre automate pour dire sur un contact ouvert, je suis en alarme. Quand je suis en mode réfrigération et qu'il n'y a pas d'alarme, à ce moment-là, c'est pas un 0 à 10 volts, c'est un 0 ou 10 volts, parce que c'est un alarme à ce moment-là. Okay? Entre autres, sur le relais d'alarme. Donc ça, c'est 10T. Je vais aller voir pour être certain. Et également, on peut également contrôler pour l'évaporateur fan speed control que j'ai couvert. Là, ça va être une drive. À ce moment-là, le programme pour une drive, à ce moment-là, pour être capable de dire qu'on veut avoir, quand j'ai atteint ma température, un moteur ECM va faire 2 vitesses, exemple, donc c'est haute ou basse vitesse, mais une drive, je peux y envoyer le voltage que je veux pour dire à basse vitesse, je peux le faire tourner à 10%, 20%, ainsi de suite. Donc, ça serait la sortie 0,10 volts. Pour le Door Alarm Relay, j'en parlerai pas. Parce que je m'en rappelle pas, honnêtement. Fait que je sais pas une fonction, je pense que je pourrais vous expliquer. Il faudrait que je regarde un peu plus tard. La section ici en multi-évaporateur mode, ça, je vais le couvrir un peu plus loin aussi parce que là, cette fonction-là ici, le multi-evap mode, c'est ce qu'on appelle du lead and lag. OK?
Puis on peut aussi faire du bond au niveau des... faire un dessin, ça va être plus simple. OK. Donc, disons qu'on a chambre froide. Très rapidement, vous avez l'évaporateur A, B. Ça, je vais faire une formation unique juste pour ça. Donc ça, c'est votre évaporateur A et le B. Disons que les deux ont, par exemple, 2 tonnes frigorifiques, 2 tonnes. Donc la chambre, au total, la chambre prend seulement 2 tonnes. Traditionnellement, c'était compliqué. Il fallait mettre un panneau avec des horloges, des solénoïdes, des thermostats, tout brancher ça. Puis on disait, ben, pendant 12 heures, c'est lui qui va fonctionner. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ça, on peut aller avec une switch Ethernet à l'extérieur. OK? On va raccorder notre câble, qu'on se rappelle, c'est le RJ45. Donc, c'est un câble réseau, un peu comme un ordinateur. On vient raccorder ça dans le switch, puis on vient raccorder lui aussi. Et là, on peut programmer le A pour dire, à chaque cycle, quand lui atteint sa température, lui va arrêter, puis lui va être en on. Le B va être en on. Quand le on atteint sa température, lui va arrêter. Fait que là, on fait une usure égale. Ça, on appelle ça de l'alternance, où on peut faire de la redondance. Là, de la redondance, on pourrait dire, le A, tu vas fonctionner 12 heures, puis au bout de 12 heures, toi, tu vas devenir le lag. Le terme anglais, c'est le lag. Ça veut dire, puis lui va devenir le lead. Fait que là, lui fonctionne. Puis si le lead, supposons que le B fonctionne, que la température monte parce que, je sais pas moi, la solénoïde est défectueuse, par exemple, la température va monter, le système va le détecter, puis il va dire, bon, ben, même si lui qui est lag, il va devenir lead, puis on va envoyer une alarme. Fait que ça, là, autrement dit, avec 2 câbles et une switch Internet, on peut même décider quand lui est en defrost, est-ce qu'on permet à lui d'opérer ou pas. Les fonctions, là, c'est assez spécial. Il y a beaucoup de possibilités avec ce type de contrôleur lead and lag. Donc ça, je ferai une formation, là. C'est un des gros avantages des KE2 Evap OEM, c'est facile de faire du lead and lag. Le manuel, c'est ce qu'on vient faire ici. Là, on peut dire manuellement, mais je vais le montrer aussi avec un automate, pas un automate, mais avec une page web, là, c'est beaucoup plus facile de le faire opérer. Donc, je peux dire multi-évaporateur, est-ce que j'ai du lead and lag en alternance, etc. Et je peux pairer les defrosts. Pairer, ça veut dire que c'est encore là du lead and lag. Donc, ça, je vais le sauter. Si je vais plus bas, on va arriver à Unit. Okay? Donc, vous avez ici, regardez le lead and lag, il vous dit c'est aux 12 heures. Aux 12 heures, il va le changer. Fait que là, vous pouvez faire autre chose. Après ça, Unit, c'est si je veux Celsius ou Fahrenheit. Par défaut, c'est Fahrenheit. Comme j'ai toujours dit, si vous mettez Celsius, il fait la conversion, vous n'avez pas besoin de changer rien. Donc, je reviens à Unit. Et là, je descends. On continue. L'extrême température différentielle, ici, lui, j'en ai parlé. Ça, c'est, allez voir le manuel du KE2 adaptive et le évaporateur efficiency, j'en ai parlé. C'est une application qui dirait que votre TD, ça ne serait pas normal d'avoir un TD plus élevé que 20 degrés, mais c'est possible que vous l'ayez si votre compresseur est trop fort. Donc, à ce moment-là, on pourrait monter cette valeur-là. Vous m'appelez si vous n'êtes pas certain, je vous l'expliquerai plus clairement, plus en détail si ça s'applique. L'autre variable après unit, c'est le... Bon, là, il est encore tombé en mode... TS, on va aller jusqu'à unit. Oups. Donc, unit, le extrême différentiel, on l'a vu, donc par défaut, c'est 20. Et là, vous allez avoir, l'autre, c'est pas une variable, c'est pour enlever les alarmes. Si on voit ici, là, c'est marqué Clear Alarm, vous avez juste à faire Hold. Fait que là, comme j'ai un alarme ici de, oups, je pense que on voyait pas bien à l'écran. Comme mon alarme ici est en jaune, là, je peux appuyer Enter jusqu'à temps que ça va enlever toutes les alarmes.
OK. La lumière, elle clignote pour me dire que c'est correct. À ce moment-là, vous avez vu la lumière jaune est éteinte. Fait que là, il recommence son timer ou sa minuterie pour dire qu'au bout de 60 minutes, il va me redonner une autre alarme. Donc ça ici, c'est pas un set point en fait, c'est l'endroit qu'ils ont trouvé pour venir placer le clear alarme. Et l'autre qui est intéressant aussi, c'est le diagnostic mode. Ça veut dire si vous pesez ici en bas, ça va être plus long parce que c'est 30 secondes, mais je vais le faire avec vous pour vraiment vous le montrer. C'est marqué, là, il va faire tous les cycles de. Fait que si vous voulez vérifier vos relais, donc ma variable, c'est le dia pour diagnostic. OK, j'ai juste à maintenir Enter. Et là, il marque le premier FAR qui est mon fan relais. Là, ça va être la partie plate du vidéo. On va attendre 30 secondes. Autrement dit, il fait juste cycler les relais un à un pour, là, pour y aller vérifier. Vous avez 30 secondes, vérifier si votre relais de ventilateur fonctionne, par exemple. Le prochain, ça devrait être, si je regarde ici la séquence, ça devrait être le defrost relais DER. Après ça, compresseur relais. Voilà, là, il fait le DAR, fait que là, vous avez comme 30 secondes pour dire, je vais aller vérifier si mon relais fait la permute ou commute, on devrait dire comme il faut. Puis au bout de 30 secondes, il va faire compresseur relais. En tout temps, si vous faites back, il va sortir de ce module-là. Il va revenir en mode réfrigération normale. Donc, ça ne devrait pas être trop long. Je ne sais pas si vous allez l'entendre cliquer. Là, on entend clic-clic. Là, le relais il bouge. Ça, c'est le relais de compresseur. Fait que là, je vais faire back pour sortir de là. À ce moment-là, il va retomber en mode réfrigération normale. Comme le relais de compresseur était déjà on, on ne l'entend pas cliquer, il ne change pas de position. Donc ça couvre pour le mode diagnostic. Ça, c'est intéressant pour le service. Le Factory Reset. Factory Reset, ça veut dire si vous le faites, toutes les valeurs par défaut vont venir comme ils étaient d'origine. OK? Donc ça, c'est le Factory Reset. À ne pas confondre avec Reset. Le reset, dans le KE2 évaporateur efficiency, quand on faisait un reset, il faisait juste couper le courant. Ça vous évite d'aller trouver le breaker et de dire je vais juste faire cycler le contrôleur pour raison XY. L'autre, c'est PAS. Le Web Password, ça veut dire que si vous vous connectez avec un téléphone, ben c'est KE2 admin, KE2 admin. Mais si quelqu'un l'aurait changé, ben vous n'avez pas le choix de venir le faire sur le basic display pour le remettre d'origine. Okay? Ensuite de ça, on a toute la section ici de, encore là, du lead and lag, si on veut les pairer, et aussi bonder les évaporateurs. Bonder, pairer, c'est quand on fait du lead and lag, fait qu'on peut pairer deux évaporateurs, c'est juste pour deux. Je ferai peut-être une formation unique là-dessus. Bond, ça veut dire que vous avez deux évaporateurs, comme je montrais dans la switch ici, pour avoir deux évaporateurs. Puis là, on ne parle pas de lead and lag. Vous allez avoir un compresseur. Donc, j'ai un compresseur, j'ai deux évaporateurs. Chacun des évaporateurs a un KE2 évap OIM. Okay? À ce moment-là, je ne peux pas mettre lui en dégivrage, le B en dégivrage, puis le A va rester en réfrigération si je n'ai pas d'unloader, je n'ai pas de drive sur le compresseur. Fait que là, ce qu'on va faire, on va bonder, c'est ça le terme, bonder. C'est pas un lead and lag. Là, ça veut dire que j'aurais 4 tonnes de capacité, disons, pour le compresseur avec deux évaporateurs chaque de 2 tonnes. Là, je les bonde par une switch. Et on peut le faire avec un fil direct entre les deux, mais je vous recommande tout le temps de passer par une switch parce que le service, après, c'est pas évident si vous mettez un câble entre les deux. Okay? Donc, le 4 tonnes, je pourrais dire, je veux les bonder. Ça veut dire quand le B, il dit je tombe en dégivrage, le A n'a pas le choix, il tombe en dégivrage lui aussi, parce qu'on a juste un compresseur. Ça serait pour expliquer le bond. Fait que là, je pourrais les bonder ici ou les unbonder. Si j'en ai juste deux, là, par exemple, là, il va le faire. Si vous en avez plus que deux dans un interrupteur, on n'a pas le choix de le faire avec un laptop. Parce qu'il ne sait pas lesquels que vous voulez bonder. Ensuite de ça, le Smart Access. OK, rapidement, le Smart Access, ça c'est de nous permettre de voir. Ça veut dire je le mets à on, je peux programmer le contrôleur pour le voir sur le serveur de KE2 et à distance, on peut le voir, on verra ça plus loin. Et le DHCP aussi, ça c'est de la communication, ça veut juste dire qu'on permet, si par défaut, dans ce cas-là, il est enable,
j'aime beaucoup l'avoir disable. Ça veut dire que si vous le branchez dans un routeur, le routeur va lui donner une adresse IP qu'elle va peut-être être différente de celle qui est écrite sur la carte. Fait que je préfère avoir disable, puis si vous le mettez enable, mais on couvrira ça dans la communication. Ici, là, c'est la page web en fait. OK? Ensuite de ça, toute l'autre section, je ne peux pas l'agrandir, mais tout ce qui est écrit un peu plus bas, ça dit que ce n'est pas disponible sur le Basic Display. Ça veut dire que toutes ces fonctions-là qu'on voyait dans le KE2 EVAP, si vous avez un moteur unipolaire, vous voulez changer le nombre de steps, votre MOP par exemple, si vous voulez changer le MOP, il n'est pas disponible. Vous êtes obligé de le programmer, de le faire à partir d'une page web. Il n'est pas disponible avec le Basic Display. Okay? Le minimum runtime de votre compresseur, c'est 2. Mais ces valeurs-là, on ne change jamais, jamais. Ça, c'est très rare qu'on change ça. Regardez, multi-évaporateur contrôleur. Je vais vous le montrer avec le cours quand on va les bander. C'est beaucoup plus facile de le faire avec un laptop. Mais ça se fait manuellement aussi, mais pas avec le Basic Display, on ne va pas le faire. On pourrait le faire avec le Combo Display. Là, ça devient plus laborieux. Les offsets de température de sensor aussi. Les PID, les valves d'expansion, on ne touche jamais à ça. Puis votre différentiel d'air, lui, il est important. Je pense que dans la nouvelle version, on peut le changer, l'air différentiel, j'en suis pas sûr. Mais dans l'ancienne version, on ne pouvait pas le changer. Fait que par défaut, vous avez 1 degré. Fait que ce qu'on vient faire, on fait le minimum compresseur off-time ici. Fait que quand le compresseur passe, c'est au moins 2 minutes pour vider le compresseur. Et quand il tombe à off, c'est minimum 5 minutes. Donc, vous n'aurez pas plus que 8 cycles à l'heure de compresseur. Donc, ça, c'est une protection interne. Donc, toutes ces sections-là, on ne peut pas les programmer avec le Basic Display. Donc, ça nous... Je pense qu'on a fait le tour avec... Pas mal fait le tour avec le KE2 EVAP OIM. Encore là, c'est le paramétrage à partir du Basic Display. J'espère que vous avez apprécié et à la prochaine!